Salut, aujourd'hui on continue notre série sur les criminels, l'épisode 3, et on va s'intéresser aux tueries de masse. Est-ce qu'il existe un profil type pour ce genre de tuerie? Que dit la science à propos de ces tueurs fous? Et surtout, est-ce qu'on peut parler de contagion pour ce type de phénomène? On va voir ensemble ce qui se passe dans la tête de ces tueurs, et on va notamment s'appuyer sur le cas de la sanglante tuerie de Columbine dans le Colorado. Comme vous le voyez, c'est le troisième épisode sur la thématique un peu des psychopathes et des sociopathes, et on voulait faire un focus sur ce cas particulier que sont les tueurs de masse. Dans cette vidéo, on va beaucoup se baser sur des faits qui se sont déroulés aux États-Unis, puisque c'est malheureusement bien plus répandu qu'en France. En 2019, les États-Unis, ils ont connu 41 tueries de masse, c'est un nombre record depuis les années 70. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle une tuerie de masse? À partir de quel moment on peut utiliser ce terme? Eh bien, c'est quand l'acte a engendré au minimum 4 morts, en excluant l'auteur des faits, puisque parfois, après avoir tué des personnes, ils retournent l'arme contre eux. La question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces personnes qui arrivent à commettre de telles atrocités? Et quand on regarde les vidéos de surveillance, c'est comme s'ils vivaient sur une autre planète. Et ça soulève la question d'une enquête. Effectivement, on constate qu'une partie d'entre eux partagent des points communs. La violence familiale, la désillusion, une volonté d'abandon de la vie d'une manière générale. Plusieurs études ont démontré que sur 110 fusillades, 60% étaient liés à la violence conjugale ou familiale. Le reste n'a pas d'explication directe, mais en réalité pour les chercheurs, il s'agit d'un problème de frustration. En gros, il y aurait une différence trop marquée entre la situation de l'individu et ses attentes ou ses rêves. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs possibles? Oui. Comme pour les autres vidéos, je me demande si le sexe a une incidence, le fait qu'on soit masculin ou féminin. D'après le site d'investigation Mother Jones, qui a recensé de nombreuses tueries de masse, 96,5% des tueurs sont de sexe masculin. Donc là, pour le coup, on a quand même un pourcentage assez révélateur. Les sociologues Rachel Kalish et Michael Kimmel expliquent que le passage à l'acte serait pour les tueurs la seule manière de se réapproprier leur identité masculine. Est-ce que les troubles mentaux rentrent en ligne de compte? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les troubles mentaux ne sont pas un facteur prédominant. Michael Stone, psychiatre à l'université de Columbia, explique que seulement 22% des tueurs de masse qu'il a recensés souffraient de maladies mentales. Puisqu'il n'y a pas majoritairement de troubles mentaux chez ces tueurs, peut-être ont-ils des difficultés sociales. Et c'est ici que se révèlent les facteurs les plus remarquables. Selon ce même psychiatre, 43% des tueurs ont été victimes de harcèlement, 61% ont souffert d'addiction à des substances et 70% étaient décrits comme étant des personnes très solitaires. À ce stade, sans en être certain à 100%, on peut se dire que quand même, il y a un dénominateur commun derrière tout ça. Mais pour tuer autant de personnes, il faut être en colère. Si on est en colère, peut-être qu'il y a un désir de vengeance derrière. Si on en conclut que tous ces tueurs ont connu des faits de violence ou se sont sentis isolés dans leur vie sociale, on peut se poser légitimement la question du désir de vengeance. Est-ce qu'il y a une volonté de se faire remarquer, de rendre l'appareil d'une façon très virulente? Adam Langford s'est aussi posé la question. C'est un professeur de criminologie à l'université d'Alabama et il explique que des gens qui se sentent négligés préfèrent parfois attirer une attention négative plutôt qu'aucune attention. Caricaturalement, c'est un peu comme le phénomène de bad buzz, c'est-à-dire je préfère qu'on parle de moi en mal plutôt qu'on parle pas du tout de moi. Et selon le psychiatre Jeffrey Swanson, le tueur se perçoit comme un marginal. Il existe des scénarios culturels qui lui donnent un modèle. L'idée que si vous sortez et tuez des gens, vous allez devenir un anti-héros célèbre qui fera la une de tous les journaux. Donc là, on parle de vous de partout. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Dylan Klebold, l'auteur de la tuerie de Columbine, qui a proclamé avec fierté que les réalisateurs de films se battront pour raconter cette histoire. C'est dramatique, mais il a vraiment dit ça. Justement, parlons un petit peu plus de cette célèbre tuerie. Appuyons-nous sur ce cas pour comprendre la mécanique de ces tueries. Vous en avez peut-être déjà entendu parler et peut-être que vous connaissez très bien cette histoire. Quoi qu'il en soit, vous ne savez peut-être pas tout sur le profil psychologique de ces tueurs. Pour remettre un petit peu dans le contexte, le lycée de Columbine est une école située dans le Colorado qui a fait l'objet d'une fusillade de masse très meurtrière. Le 20 avril 1999, Eric Harris et Dylan Klebold, deux élèves de ce lycée, s'introduisent dans leur école. Il est 11h10 et les deux hommes sont armés. 11h19, les premiers coups de feu retentissent. Patty Nielsen, professeur d'art plastique, parvient à prévenir la police par téléphone. 11h24, un policier se rend sur les lieux et un échange de tirs se fait entre lui et les deux hommes. 11h29, Eric et Dylan pénètrent dans la bibliothèque et là, c'est le début d'un drame. Une cinquantaine d'étudiants sont cachés sous les tables et les deux hommes tirent dans tous les sens. 11h42, ils quittent la bibliothèque et déambulent dans les couloirs et les salles de classe en terrorisant les élèves cachés. Midi, ils retournent dans la bibliothèque et finissent par se suicider. Au total, ce sont 13 personnes qui ont perdu la vie et 24 autres qui ont été blessées. Mais quel était le profil psychologique de ces deux tireurs? Comment on en arrive là? Il y a une caractéristique commune à ces deux personnes, le harcèlement. Tous deux se sentaient rejetés et étaient harcelés d'une manière ou d'une autre.
Et c'est là que vous allez me dire, oui, mais les milliers d'élèves qui subissent du harcèlement scolaire vont pas tous forcément se mettre à assassiner leurs profs et leur classe entière. Alors oui, évidemment, et heureusement, et c'est pour ça qu'il est aussi difficile d'établir un profil psychologique type de tueur. On l'a vu, ça dépend de beaucoup de facteurs. Le sexe de la personne, victime d'abus ou non, facteur génétique ou non, pays, puisqu'il est plus facile de se procurer une arme dans certains pays que d'autres, etc. Et pour le chercheur Pablo Madriza, il y a 4 grandes causes qui peuvent expliquer les tueries de masse, bien que certains ne passeront jamais à l'acte, même s'ils possèdent ces 4 critères. On a tout d'abord le vécu d'intimidation, les troubles mentaux, le sentiment d'isolement et le sentiment d'injustice. Et justement, il y avait plusieurs de ces facteurs dans les cas d'Eric et de Dylan. Les psychologues, les psychiatres, le FBI qui ont travaillé sur l'affaire ont conclu que Eric Harris était un psychopathe, tandis que Dylan Klebold était un dépressif. Le psychologue, Peter Langman, va plus loin, en affirmant que Eric Harris était un psychopathe rempli de rage, égoïste et manquant de sens moral, et que Dylan Klebold était psychotique, souffrait de paranoïa et présentait une pensée déstructurée. Les psychologues s'accordent toutefois à dire que tous les deux n'étaient pas atteints de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Ils n'avaient pas entendu de voix, par exemple, qui leur aurait commandé leurs actes. Ces actes étaient bien le fruit d'une rage personnelle et intérieure. Ces 2 jeunes hommes, qui se sont rencontrés à l'université de Columbine, sont rapidement devenus très proches et ont formé un duo infernal en raison de leurs failles respectives. Ça a été un petit peu comme 2 aimants qui s'attirent, un cocktail explosif qui a provoqué ce passage à l'acte. Par contre, il faut quand même que je vous précise que ce contexte dans la tuerie de Columbine est très particulier puisqu'il y a 2 tueurs, mais dans la majorité des cas, ce sont des tueurs solitaires. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, les 2, est-ce que l'un ou l'autre serait quand même passé à l'acte ? Évidemment, il n'y aura pas de réponse à cette question, le mystère planera pour toujours, mais c'est intéressant de se la poser. Ce qui est intéressant également, c'est que les journaux intimes de ces 2 hommes ont été retrouvés, et là, on a des éléments explicites concernant leur personnalité et leur mal-être. Tous les 2 avaient une réelle fascination pour les armes à feu. Tous les 2 étaient fans du jeu Doom, je suis pas sûr que c'est un lien si évident, et tous les 2 étaient fans de la violence en général. Mais ce qu'on a retrouvé le plus dans les 2 journaux intimes, alors qu'ils ne s'étaient pas concertés pour les écrire, c'était des intentions suicidaires et beaucoup de plaintes qui parlaient des gens qui les harcelaient eux deux. Des amis de Eric et Dylan racontent qu'ils étaient effectivement l'objet de harcèlement constant, en permanence. Ils racontent que par exemple un jour, une tasse de matière fécale leur a été jetée dessus, que des élèves les encerclaient en leur vidant des sachets entiers de ketchup sur eux, que les moqueries étaient récurrentes et que le harcèlement se présentait sous différentes formes toute la journée. On est d'accord, ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Le professeur Aubrey Immelman s'est tout particulièrement penché sur le profil de Eric en se basant sur les écrits de son journal intime. Il explique que Eric a développé un narcissisme malveillant avec des caractéristiques antisociales et borderline. Eric n'avait pas d'empathie pour les autres, aucun remords, il était très rancunier, il avait une soif insoutenable de contrôle. Il fallait qu'il puisse contrôler tout son environnement. Lors de la tuerie, Eric a notamment crié « Tous les sportifs, levez-vous, nous allons prendre les gars aux casquettes blanches ». Les sportifs de l'école secondaire de Columbine avaient pour coutume de porter des casquettes blanches, donc on voit bien que c'était une des cibles pour Eric, et probablement cette cible était du fait de son harcèlement. C'était sûrement les gars qui le harcelaient le plus. Un rapport officiel a conclu que Eric était influencé par le sadisme, tandis que Dylan était plutôt influencé par la vengeance. On tient là une sorte de portrait robot du tueur de masse qui correspond fortement au dire des chercheurs dont je parlais tout à l'heure. Un homme rejeté, isolé, avec un désir de vengeance. À ce jour, les autorités du Colorado ont dans l'idée de démolir le lycée de Columbine parce que le lieu serait devenu une espèce de source d'inspiration pour des tueurs potentiels. Et à l'approche du 20e anniversaire du drame, une jeune femme complètement obsédée par cette histoire a semé la terreur dans le Colorado avec des armes. Bon, ça donne des idées, ça donne rien de bon. Pour le moment, seule la bibliothèque où sont survenus la majorité des décès a été démolie et transformée en mémorial. Mais la vidéo ne s'arrête pas là. Dans les journaux intimes des 2 jeunes hommes, des éléments troublants ont été retrouvés. Ils ont notamment évoqué d'autres fusillades comme l'attentat d'Oklahoma City et même la guerre du Vietnam. Pour eux, il s'agissait de les surpasser, de faire mieux, d'aller encore plus loin. D'où ma question au début de cette vidéo, est-ce qu'on peut parler d'un effet de contagion? Et dans un sens, oui. Nombre de tueurs s'informent sur le mode opératoire des autres criminels avant eux. Comme beaucoup d'autres comportements humains, un phénomène de copie sociale peut alors avoir lieu. Des chercheurs des universités d'Arizona et de l'Illinois ont confirmé ce fait en se basant sur une simulation mathématique. Sur une base de 232 tueries de masse, les chercheurs indiquent que la probabilité d'une prochaine tuerie est grandissante dans les 13 jours qui en suit une. Il semblerait que les tueries inspirent d'autres potentiels tueurs qui seraient peut-être pas passés à l'acte s'il n'y avait pas eu la tuerie précédente. Sherry Towers, une professeure de mathématiques à l'université d'Arizona, affirme que la médiatisation peut jouer un rôle auprès des individus à risque. Donc il faudrait peut-être
juste informer, mais pas trop faire de grands sujets, vous savez, des chaînes où ça tourne en boucle après durant des heures et des jours. Il faudrait pas en faire un phénomène aussi puissant peut-être. Faut d'ailleurs savoir que suite à la tuerie de Columbine, 354 menaces de tuerie ont été comptées dans les 50 jours qui ont suivi. Alors qu'en temps normal, 1 ou 2 menaces par an maximum étaient dénombrées. Ce qui est fou, c'est que la plupart de ces menaces ont eu lieu dans les 10 jours qui ont suivi. Donc on voit là bien qu'il y a un vrai phénomène d'imitation, probablement auprès de personnes qui sont déjà fragilisées. Le criminologue Franz Robert explique que la tuerie de Columbine a joué un rôle prépondérant en tant que modèle. En Allemagne par exemple, un élève a blessé 22 personnes dans son ancienne école à Emsdetten en évoquant Eric Harris, disant de lui qu'il s'agissait d'un dieu. Plus récemment, et c'est en France cette fois-ci, un homme de 19 ans a été mis en examen alors qu'il projetait de faire une tuerie de masse dans son ancien lycée et dans une mosquée. Et il avait fixé son passage à l'acte le 20 avril 2022, le même jour de l'année auquel la tuerie de Columbine a eu lieu. Est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence? Pas du tout, puisque dans son journal intime, cette personne avait justement évoqué la fusillade de Columbine, avec, je cite, le souhait de vouloir faire pire que Columbine. Il se disait aussi harcelé et abusé. En bref, il est très difficile d'établir un portrait robot du tueur de masse. On sait que c'est une combinaison complexe entre des facteurs environnementaux, familiaux et individuels. Même si bien sûr, on retrouve souvent des caractéristiques communes comme le rejet social ou le sexe de la personne. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous appréciez la suite de cette série. C'est pas quelque chose de joyeux, mais ça n'en reste pas moins intéressant. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez qu'on continue cette série, si oui, sur quelle thématique. Personnellement, je trouve qu'il est important de s'intéresser à tous les sujets et de toujours chercher à comprendre la relation qu'il y a entre la cause et la conséquence. Donc qui vient de quoi, qui provoque quoi. J'en profite pour vous faire découvrir la prochaine couverture en exclusivité du prochain Curious, voilà, c'est ici, vous avez le lien dans la description. Si vous connaissez pas, c'est mon magazine, au format papier ou au format numérique. Il arrive tous les mois chez vous, les frais de port sont inclus dans le prix de l'abonnement si vous souhaitez vous abonner. Il y a un lien dans la description, comme ça vous pourrez déjà aussi découvrir un petit peu tout ce qui est déjà paru, ce qu'on a écrit et vous faire un avis. Merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à la liker, à la partager si vous avez trouvé ça intéressant, à vous abonner si c'est pas le cas, à activer la cloche. Ça fait beaucoup de choses, mais comme ça vous êtes sûr de voir passer les prochaines vidéos. Ici je vous mets les 2 premiers épisodes si vous les y aviez pas vus. Si vous me connaissez pas, je m'appelle toujours Fabien Licard. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.